On va reprendre. J'arrive pas à le finir ce jeu, putain. On va rester un peu dans le jeu vidéo, encore un petit peu. Donc, Hollow Knight, qui est un excellent jeu, hein, je vous le conseille fortement. Du coup, Hollow Knight, c'est un jeu que je trouve assez intéressant pour sa direction artistique, qui est vraiment super riche. Et dedans, vous avez une incroyable diversité des personnages féminins. Donc là, ça, c'est des personnages... Dedans, il y a des personnages masculins et féminins, dans tout ce tas. Ça, c'est des personnages, du coup, non-joueurs, qui ne sont pas des boss. Voilà ce qu'il y a comme personnage féminin dans le tas. Donc vous allez voir que, du coup, il y a des formes très différentes, des approches très différentes de chaque character design. Certains sont quand même discutables. Par exemple, la sorte de patate qui vend des charmes est par exemple discutable parce que elle est super sexualisée et tout. Mais après tu peux te dire oui mais elle vend des charmes donc elle va charmer. Tu dis oui d'accord mais alors l'autre personnage en haut, Isalda, pareil elle vend des choses et pareil il y a une forme lascive. Tu dis oui mais c'est des gens qui vendent donc il faut qu'ils donnent envie. Oui mais les personnages masculins qui vendent n'ont pas du tout de pose lascive pour te faire vendre, te faire acheter des trucs. Donc c'est par exemple discutable quand même certains concepts. Par exemple Hornet, qui a une anate très stéréotypée dans le genre personnage féminin, a une sorte d'équivalent masculin dans le jeu, qui a à peu près la même forme. Donc c'est assez intéressant, c'est que même s'il y a des choses quand même discutables, en tout cas on peut en parler, on peut en débattre, le jeu fourmille de personnages féminins assez importants, et surtout aucun n'a des petits cils. Les petits cils pour signifier que c'est des personnages féminins. Alors que c'est des sortes de scarabées, c'est des insectes. Du coup, on pourrait se dire, oui, mais comment les joueurs et les joueuses vont savoir que c'est des personnages féminins si on met pas des petits cils et un petit nœud à la Pac-Man. Donc, la Miss Pac-Man. Du coup, ce qui est cool, c'est que il n'y a pas de petits cils. Il n'y a rien. Il n'y a aucune information qui te dit ceci est un personnage féminin. Tu le sais parce qu'elle te le dit. Elle te dit... elle le parle au féminin, donc tu sais que c'est un personnage féminin. Parce que le problème quand on veut faire des personnages dans un univers où il n'y a pas de personnages humanoïdes, tu te dis qu'il faut quand même qu'on arrive à retrouver des codes de structure, de société genrés pour pas déstabiliser le joueur et la joueuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux qui s'en battent les steaks et qui décident de juste faire des personnages féminins avec leur personnalité. Là, il y a beaucoup de personnages qui voyagent, donc tu verras un personnage avec un gros sac énorme. Tu vois plein de personnages avec des anates qui véhiculent des sentiments différents quand tu les rencontres. Du coup, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce jeu, c'est que tu sais ce que tu fais, un jeu vidéo avec des personnages pas humanoïdes, que tu dois te sentir obligé de rassurer les gens en faisant des personnages quand même qui te font penser à des choses très genrées que tu retrouves dans la vie de tous les jours pour te dire là c'est un personnage masculin, ça c'est un personnage féminin. Hollow Knight à ce niveau, je trouve qu'il est vraiment très intéressant et vous voyez du coup des formes et des anates très variées. Alors là on arrive un petit peu sur la partie vous, donc je vais parler de moi, mais on va aussi parler de vous en fait. Dans la question de quand on fait un character design, souvent on peut parler de soi dans le personnage, mais surtout la façon dont vous allez travailler votre personnage, c'est aussi comment vous êtes vous en tant qu'artiste. C'est par exemple prendre 2 moments de votre vie où vous avez dessiné, vous avez commencé à dessiner, donc moi à 18 ans et moi à 25 ans, où vous allez vous demander ce que vous êtes en tant qu'artiste. Donc moi, quand j'avais 18 ans, je voulais prouver que j'étais le plus fort, le plus beau et tout, et du coup je voulais être technique, je voulais être super original, et donc tous mes personnages étaient tournés pour qu'ils soient le plus original possible, mais en fait quand je les ai revus, c'était exactement tout ce que j'ai vu en fait. C'était tous les mangas que j'ai vus, c'était tous les comics que j'ai vus, c'était tous les dessins animés. Il n'y avait strictement rien d'original. Pourtant, j'étais persuadée que j'allais être le prochain génie de l'animation, de la BD et tout. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait cet exercice-là, de voir 2 moments dans sa vie où on a été, en quelque sorte, 2 artistes différents. On voit que vous pouvez évoluer, vous pouvez voir les choses différemment. C'est cool. Par exemple, quand j'avais 18 ans, moi, je dessinais des trucs que j'aimais. J'aimais Bleach, du coup, je dessinais des personnages qui ressemblaient au manga de Bleach. Mais maintenant, en fait, maintenant que j'ai commencé à travailler dans le milieu du character design, j'ai surtout eu envie de dessiner ce que j'aimais et surtout ce que je ne voyais pas. Je ne voyais pas des types de personnages, du coup je les faisais. Pas forcément pour être original,
juste parce que je trouvais que ça manquait. Et ça, c'est un truc qui s'est ancré quand j'ai commencé à réfléchir à la diversité de mes personnages, à plein de problèmes qu'il y avait dans la société, au niveau de l'image homme-femme. Ma vision de moi-même avait changé, et en tant que car designer, j'avais complètement pas du tout la même vision de moi à 18 ans. Ce qui était pour moi important pour faire du car design, c'était pas qu'il soit original, c'est qu'il soit super expressif. Ça, c'est super personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous-même, vous faites cet exercice et vous voyez un peu maintenant qui êtes-vous en tant qu'artiste et qu'est-ce que vous voulez voir changer, qu'est-ce que le rapport entre vous et vos personnages, comment vous voulez les dessiner, qu'est-ce qu'ils veulent dire maintenant. Et du coup, je vous conseille de faire ce petit exercice chez vous ou là, hein, si vous voulez, pour vous demander la personne que vous êtes maintenant, quel impact votre personnalité a sur vos personnages. Et qu'est-ce que vous voulez voir changer, et qu'est-ce que vous pensez être plutôt une bonne voie. Donc là, pareil, c'est un peu rude comme question, mais en fait, vous demandez, quand vous faites vos personnages, vous dites que c'est vous, en fait, qui le faites. Mais ce qui est intéressant de se demander, c'est si c'est vraiment vous qui le faites. Ou alors si c'est vous, qu'est-ce qui vous compose? Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là, vous le verrez nulle part ailleurs, parce que c'est le vôtre. Parce que vous avez mis votre personnalité, votre univers, votre histoire, vos références. Qu'est-ce qui vous définit en tant que car designer? Et c'est là qu'on se demande, quand tu fais tel ou tel personnage, est-ce que tu l'as fait parce que tu le voulais, parce que tu le penses bien, ou parce que c'est ce que tu as déjà vu, parce que ça rentre dans des codes? Est-ce que tu fais ce personnage-là, par exemple, l'éternel meilleur ami gros dans les dessins animés, qui est forcément rigolo ou bête? Est-ce que c'est un personnage qui te vient du cœur, c'est un personnage que tu as réfléchi, c'est un personnage que tu penses qu'il a du sens? Ou alors, c'est juste que ce n'est pas toi, mais c'est ce qu'on te fait dire qui est la norme. Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est intéressant aussi de se poser, d'avoir le droit en fait de réfléchir sur qui on est en tant qu'artiste, et comment vos choix sont-ils vraiment vos choix. Ça, je pense que c'est une démarche intéressante à se poser assez tôt, parce qu'en plus cette vision-là va évoluer en fait. Déjà, vous allez voir que certaines choses vous le ferez plus parce que vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience que, par exemple, vous faisiez des personnages grossophobes, et en prenant conscience de ça, vous allez forcément, au fur et à mesure, diminuer ce genre de problème. Vous allez de moins en moins le voir en fait dans vos personnages. N'ayez pas peur de vous dire oui, j'ai fait un truc raciste, oui, j'ai fait un truc transphobe. C'est normal à un moment dans votre vie de faire des erreurs. J'en ai fait plein. J'en ai fait vraiment énormément dans mes chara design. Et en plus, je me rendais pas compte. Maintenant, quand je les vois, je me dis que c'était affreux. Et à cette époque-là, je me suis dit que c'était vraiment moi qui dessinais ça. Mais c'est moi et tout ce qu'on m'a mis dans la tête. Donc, essayez de voir quel genre d'artiste vous êtes, qu'est-ce qui vous compose, qu'est-ce qui vous motive, et aussi, voilà, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voyez que vous avez encore du mal à assimiler, qu'est-ce qui est des réflexes que vous avez. Par exemple, une bonne façon de voir ce qui est des automatiques des fois normés, c'est la zone de confort. La zone de confort, c'est quelque chose de très simple. Vous ne réfléchissez pas. Vous allez dessiner un truc qui est souvent un réflexe. Vous allez dessiner un type de personnage. Et souvent, vous allez voir un personnage qui va souvent réapparaître. Vous allez vous demander ce que ça représente. Est-ce que ça représente vraiment ce que vous êtes au fond de votre cœur? Vous êtes ce genre de personne qui fait ce genre de personnage? Ou c'est juste ce qu'il y a de plus facile et de plus simple à faire parce qu'on vous l'a appris. On vous a appris à faire ce genre de personnage. Par exemple, ma zone de confort à 18 ans, c'était dessiner des personnages féminins super genrés. Elles n'avaient rien d'exceptionnel, c'était la meuf lambda qu'on voit dans tous les mangas qui a trop de ecchi sur elle sans qu'on sache pourquoi. Et pourtant, je pensais que ça me définissait parce que c'est ce qui sortait le plus facilement. Mais en fait, maintenant, quand je vois ma zone de confort actuelle, j'y réfléchis pas plus que ça, hein, mais à force de me demander si ma zone de confort, c'était moi ou juste qu'on m'avait appris, j'ai vu que je dessinais de plus en plus de choses super diversifiées dans ma zone de confort, celle où je réfléchissais pas, où je me disais juste, voilà, je dessine un personnage, oh bah tiens, il est gros. Ça m'a surpris parce que je pensais pas que ça pouvait affecter jusqu'à quelque chose qui est censé être le repos, vous vous reposez, vous dessinez pour vous, il n'y a pas de pression, rien du tout. Et même à ce moment-là, en fait, les choses ont commencé à changer quand je me suis même posé des questions sur quelque chose qui ne me demandait pas d'effort. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur la zone de confort, et effectivement, à force de s'en poser, en fait, ça ne devient pas un effort. Le problème, c'est qu'on pense que plus vous allez vouloir diversifier votre personnage, plus ça va être un effort, plus ça va être dur.
Mais en fait, c'est complètement le contraire. Plus vous allez voir diversifier vos personnages, déjà, moins vous allez vous rendre compte que vous diversifiez parce que ça va être votre norme, en fait. Vous allez faire juste plein de personnages qui se ressemblent pas et ce sera pas du tout un effort. C'est ça, en fait. Il faut voir la diversité pas comme quelque chose qui va vous enfermer, mais c'est plutôt genre une énorme porte ouverte sur des tonnes de chara-design, des tonnes de personnages féminins, masculins que vous avez jamais vus et que vous pensiez que jamais vous ferez. Donc, c'est intéressant de pouvoir déjà vous dire que la diversité, c'est pas forcément vouloir faire un catalogue, mais juste vous allez, en tant qu'artiste, être super libre en fait. Vous allez pouvoir dépasser vos limites, dépasser ce que vous avez envie de faire, vous allez pouvoir vous libérer en fait de carcans dans lesquels on a rentré vos personnages, et vous allez vous sentir super bien parce que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, et en plus vous avez le droit de vous demander si ce que vous faites c'est bien. Vous avez le droit de vous remettre en question. Donc essayez de réfléchir sur qu'est-ce qui vous pose encore problème, pourquoi ça vous pose problème, comment vous diversifiez encore vos personnages, comment vous pouvez, qu'est-ce qui vous met à l'aise, qu'est-ce qui vous met pas à l'aise. Posez-vous des questions qui fâchent. Est-ce que ce que tu fais comme contenu est sexiste? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Essayez, c'est pas quelque chose de négatif en fait, se remettre en question. Juste essayez en tant qu'artiste, de voir comment vous voulez devenir des chara-designers, comment vous voulez vous faire vos personnages, et comment vous pouvez surtout être le plus possible vous-même. Donc une technique qui est intéressante, c'est le générateur aléatoire de personnages. Du coup, cette technique m'a beaucoup aidée, parce que moi qui ai du mal à créer un personnage qui n'a pas d'histoire tout de suite, ce générateur m'a forcé à quand même en quelque sorte avoir une histoire, parce que j'ai des obligations. Du coup, c'est un générateur, vous pouvez le faire vous-même en fait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ce que vous considérez que vous voulez développer, que vous considérez être une diversité. Je pense que mon générateur n'est pas forcément le bon, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus acceptable pour l'instant. Il pourra sûrement évoluer, il évoluera sûrement. J'ai mis d'un côté le genre, l'âge, la taille, la morphologie, la forme du corps, la couleur de peau, la validité. Et en fait, vous trouvez sur internet très facilement des dés. Si vous êtes des rôlistes, vous savez très facilement trouver des générateurs de dés. Vous tirez un dé sur internet avec le nombre de faces que vous demandez, et vous tirez au hasard le genre, l'âge, la taille, et vous dites, bon, maintenant je fais un personnage avec tout ça. Les trucs qu'en fait tu fais pas d'habitude, parce que tu commences sans vouloir avoir autant de contraintes. Et moi qui avais besoin de contraintes, et du coup j'ai tiré au hasard, comme ça, deux fiches de personnages, et j'ai essayé de faire des personnages qui rentraient dans les obligations que j'avais, et j'ai fait des personnages que j'aurais jamais fait en fait naturellement. Je me serais pas tournée vers tel ou tel personnage, mais avoir une obligation qui venait de moi, où je me disais que c'est pour mon bien, c'est pour me faire du bien, c'est pour continuer à essayer de développer mes personnages, ça c'était cool. Et du coup j'ai fait deux personnages avec des contraintes de mon générateur, et c'est marrant, c'est parce que si par exemple Marien avait tiré la même chose, il aurait pas du tout dessiné la même chose. Et ça qui est cool, c'est que même si on a les mêmes contraintes, vous avez chacun un univers, chacun une façon de voir, qui aurait fait des personnages super variés, mais dans des contraintes très précises. Donc le générateur, c'est une bonne technique si vous voulez essayer d'avoir des contraintes et développer votre univers. Je vais vous montrer un exemple d'un projet éditorial que j'ai fait qui est encore en cours avec la personne avec qui j'ai fait la conférence, qui est, on va voir un petit peu quelles questions on s'est posées, quelles réponses on a trouvées, quelles pas de réponses on a trouvées, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Alors, on est parti sur une idée pas du tout originale, une école avec plein d'enfants particuliers, magiques, et on s'est juste dit, on veut faire 5 personnages principaux, on voulait une sorcière, une loup-garou, un vampire, un garçon invisible, et une descendante de Frankenstein. Donc déjà on avait ça comme idée, on s'est dit bon, essayons d'aller plus loin. Donc on s'est dit, maintenant l'école elle est où? Et en fait en trouvant la localisation de l'école, qui s'appelle Lande Pourrie, parce qu'en fait il y a un bosquet, une forêt en Normandie qui s'appelle la Lande Pourrie, on s'est dit, ça serait cool qu'en fait c'est une école où c'est plein d'enfants qui ont été rejetés des autres écoles, une école un petit peu alternative, qui se trouve dans une langue qui s'appelle la Lande Pourrie, et c'est une école toute miteuse. Du coup on s'est dit, c'est chouette. Et du coup quand on a commencé à situer l'univers, on s'est dit, bon d'accord, on n'a pas des personnages, des structures de personnages super intéressants, est-ce que la localisation va nous permettre d'être plus créatifs? Et là on s'est penché sur les légendes locales, les légendes de France et tout, et en fait on a trouvé des trucs super intéressants. Et par exemple en France on n'a pas vraiment de loups-garous, mais on a des varous. Et les varous, ça c'est des loups-garous de Normandie qui ont toute une histoire, toute une structure très différente des autres. Et c'est pareil, en fait à chaque fois on a cherché des trucs locaux
qui nous permettraient d'avoir des personnages peut-être un peu plus intéressants. Par exemple, ça c'est les 5 personnages principaux. Donc il y a Tamara, Émile, Louise, Johan et Lester. Donc à la base c'était un projet où j'étais surtout tout seul, que je faisais ça sur mon temps libre. Donc les premiers chara-design ne sont pas forcément les plus originaux de la Terre, faut être honnête. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à travailler avec quelqu'un là-dessus, il a amené son univers à lui, qui était beaucoup plus moderne que le mien. Donc il a ancré les personnages dans une époque contemporaine, et on a commencé du coup à designer les personnages selon leur approche de la modernité de l'époque. Par exemple, Tamara, qui est du coup une descendante de Frankenstein, a des habits très modernes parce qu'elle s'ancre donc plus dans ce qui se passe en ce moment comme mode. Et par exemple, le personnage de Louise, qui est dans une famille de varous beaucoup plus enfermée dans l'autoculture, tout ce qui est Normandie, très renfermée sur elle-même, elle a des habits beaucoup plus traditionnels. Du coup, on a réfléchi les personnages à l'époque, la localisation, et après on s'est dit, bon, maintenant c'est un groupe, et un groupe, il faut que ça se complète. Du coup, on s'est dit, bon, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils sont 5, mais au final, même si des fois on a 5 potes, il y a souvent un groupe de 2 personnes qui a une affinité. Du coup, on s'est dit, on va faire 2 personnages qui ont une affinité, donc il y a le personnage d'Émile qui est un vampire, et le personnage de Lester qui est un garçon invisible. On va prendre 2 anates complètement différents. Genre, Émile, il est tout sec, tout maigre, et en plus il flotte, parce qu'il vole. Et Lester, il est invisible, mais il est tout rond, il est flamboyant comme pas possible, et on va dire que même invisible, il veut être visible. Et du coup, on a pris 2 anates complètement différents qui se complètent. Émile a des habits très foncés, très ternes. Lester, il est paillettes, des boas, et du coup, on a fait 2 personnalités qui se complètent plutôt bien. Donc en fait, à chaque fois, on a réfléchi des personnages qui marchent en duo et des personnages qui marchent en groupe. Et en même temps, des personnages qui ont leur propre univers, leur individualité. Et après, on s'est posé des questions. À la base, Johan, l'héroïne, qui a été si dure à trouver, parce que je trouve que faire des héros ou des héroïnes, c'est super dur parce que tu as envie de mettre à la fois une personnalité, que tu as envie de le suivre, et en même temps, souvent, le héros et l'héroïne, c'est un personnage qui permet, par exemple aux enfants qui regardent des dessins animés, de s'identifier. Donc il faut qu'il y ait une petite place dans le personnage où tu puisses t'identifier, où tu puisses te dire « Ah, c'est la vie que je veux ». Du coup, c'est forcément souvent le personnage qui débat dans un nouvel univers et on lui explique tout. Du coup, je trouve que l'héroïne, les héros, c'est vraiment les trucs les plus durs à trouver. Souvent, on trouve d'ailleurs les personnages qui sont autour du héros ou d'héroïne beaucoup plus intéressants d'ailleurs. Et au final, on a mis un peu nous, en fait, dans les personnages. Et du coup, on les a écrits aussi par des choses qu'on connaissait. Par exemple, moi, j'ai des origines espagnoles. Du coup, je me suis dit, waouh, ce serait cool, en fait, une héroïne, elle qui aurait des origines espagnoles. T'en vois pas beaucoup, et c'est cool. Après, la personne avec qui je travaille est autiste. Du coup, il s'est dit, ouais, ce serait cool qu'il y ait un personnage autiste. Du coup, Émile, il l'est. Donc, en fait, à chaque fois, on s'est basé sur des trucs qu'on connaissait, qu'on maîtrisait, et qui nous touchaient. Donc voilà, en fait, on a essayé dans certains personnages, pas tous, essayer de trouver des trucs qui nous parlaient en tant que personne, et qu'on voulait voir et qui manquaient. Et après, on s'est aussi posé des questions. Par exemple, le personnage de Tamara est une personne noire, avec plusieurs couleurs de peau, vu que c'est une sorte de patchwork de couleurs de peau. Et on s'est demandé, donc Tamara, elle a plusieurs couleurs de peau, on trouvait ça cool, parce que du coup, on voulait montrer que c'était un personnage symbolique, avec la diversité dans sa peau. On s'est demandé, mais les créatures de Frankenstein, elles sont fabriquées par un mec blanc. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas un peu déplacé de faire toute une série de personnes noires fabriquées par un personnage blanc? Après, on se dit, oui, mais si on montre ça et on dit que c'est problématique et que les créatures se sont après construites elles-mêmes et qu'on le dénonce, ça peut être cool. Ou alors, on trouve la solution de, en fait, Frankenstein, il était noir. Et il a fabriqué des gens selon une époque, une histoire qui lui est propre et tout. Donc en fait, par exemple, là, on s'est posé des questions. Et même encore maintenant, on ne sait pas vers quoi se tourner pour éviter d'être problématique. Du coup, une solution qui existe, c'est de demander aux personnes concernées ce qu'ils en pensent. Et en fait, cette démarche de demander aux personnes concernées ce qu'ils en pensent a commencé à naître sur ce projet parce qu'on voulait surtout pas faire de bêtises. Et même avec la bienveillance, la meilleure bienveillance que tu peux avoir, tu peux faire des trucs super problématiques. Et par exemple,
il y a un personnage de l'histoire, on s'est dit waouh, c'est cool, il pourrait y avoir des anges et des démons. Je me dis ouais, mais attends, il y a des anges et des démons, c'est quand même lié à une religion, est-ce que tu vas inclure dans ton folklore une religion? Donc on se dit ouais, on va peut-être éviter de faire ça, ça peut être compliqué et tout. Et comme on avait trouvé le lieu, en France, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à des petits démons, ça s'appelle des mourioches. Et les mourioches, c'est l'équivalent des petits diablotins qui font des bêtises. Du coup, on avait créé deux petits personnages jumeaux qui font des bêtises et tout, comme des démons, mais on avait enlevé la case religion qui nous compliquait la tâche. Du coup, on a mis mourioche. Et après, en écrivant les personnages, on s'est dit, ce serait cool quand même, tous nos personnages sont valides, sauf Émile, qui est du coup autiste. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas quand même de personnes qui avaient une situation de handicap avec un fauteuil roulant ou des béquilles, choses comme ça. On voulait mettre ça. Mais après, tu veux mettre ça, mais tu veux faire ça comment? Pour le personnage de Zoé, je me suis tournée vers une personne. Donc peut-être que vous connaissez sa chaîne. C'est la chaîne YouTube Margot, comment vivre, jeune femme qui vit avec le SED, quelque chose comme ça. Et c'est une personne qui a une situation de handicap avec une maladie qui s'appelle le SED. Donc elle peut être en fauteuil roulant, elle a des fatigues chroniques, ou des fois elle peut être aussi en béquille. Donc j'ai discuté avec elle, je lui ai montré le travail, je lui ai montré, j'aimerais bien faire un personnage comme ça, mais je sais pas par où commencer, je veux pas écrire de conneries. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Donc on a fait plusieurs brainstorming, on s'était vu plusieurs fois, on a essayé de voir comment on pouvait écrire le personnage de Zoé pour que ça puisse être quelque chose de positif. Par exemple, il y a des trucs que je me demandais si j'avais le droit. Je me demandais, est-ce que par exemple, je peux faire que Zoé ait envie de faire des courses de fauteuil roulant? Est-ce que c'est déplacé ou non? Et du coup, Margot m'a dit, écoute, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai eu mon fauteuil roulant. J'ai fait une course. Et c'était trop cool. Du coup, je me suis dit, bon, alors ça va. Si elle trouve que c'est une bonne idée, on va regarder. Et du coup, à chaque fois, on a réfléchi. Par exemple, on a réfléchi sur les fringues. Parce que moi, je me suis dit, elle peut porter un peu de tout, n'importe quoi. Elle me dit, oui, mais pas tout le temps, en fait. Parce qu'il y a des choses qui me fatiguent. Et en fait, il y a des fringues qu'elle peut pas trop mettre parce que le fait de devoir lever les bras, de devoir les enfiler, c'est fatigant. Et ça, je n'avais pas du tout pris en compte. Et en discutant avec quelqu'un de concerné, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses que j'avais pas calculées. Par exemple, le fait que quand elle a des douleurs chroniques, elle a besoin d'utiliser des fois des pailles pour boire des choses, pour ne pas avoir à soulever des choses. Parce que c'est trop lourd, en fait. Il y a plein de petits détails auxquels j'aurais pas pensé, parce que j'y connais rien. Et que même si tu veux mettre des trucs, des fois, il faut carrément poser des questions à des gens qui ont envie d'y répondre, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont concernés qu'ils doivent être un dictionnaire pour vous et devoir tout vous offrir sur un plateau. Mais si tu arrives à trouver quelqu'un avec qui tu peux avoir un dialogue, tu peux créer des personnages super intéressants, beaucoup plus riches, beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus réalistes surtout. Et par exemple, le personnage de Zoé, il a été écrit avec une personne concernée qui m'a donné des conseils, qui m'a dit ce qu'elle manquait, qu'elle aurait voulu voir. Elle disait que pour elle, c'était important que le personnage ait le SED parce que une personne qui a le SED n'est pas forcément tout le temps en fauteuil roulant. Et nous, quand on pense quelqu'un en fauteuil roulant, si vous voyez la personne se lever, vous allez dire « Oh mon Dieu, il fait semblant pour pouvoir aller plus vite au cinéma !» Alors en fait, pas du tout. Il y a des gens qui ont besoin d'un fauteuil roulant, mais pas tout le temps, qui des fois marchent, qui des fois ont des béquilles. Et montrer un personnage qui a un fauteuil roulant, mais pas que, pour elle, c'était super important parce que ça ne se voit pas. On n'en voit jamais. Du coup, on a écrit beaucoup de choses avec ce personnage-là, qui d'ailleurs, elle trouvait intéressant qu'il puisse se compléter avec un jumeau, pour montrer des liens qui peuvent se créer, que ce n'est pas juste le personnage en fauteuil roulant qu'on va protéger, avec elle on a dit qu'elle était bagarreuse, qu'elle se blessait beaucoup, que c'était lié à sa maladie et aussi à son caractère. Donc tout le personnage on l'a écrit ensemble, et ça c'est un truc que j'aurais jamais fait avant, me demander tout simplement si je peux dialoguer avec des personnes concernées pour écrire des personnages. Donc si des fois vous avez l'occasion de demander à des personnes, bien sûr, vous êtes vraiment, allez pas les enquiquiner, mais s'il y a des personnes que vous rencontrez qui veulent bien vous aider, allez-y, parce que vous n'aurez jamais une richesse, une justesse tout seul en fait. Même en lisant plein d'articles, si vous discutez avec les gens, vous allez voir tout de suite que vos personnages vont être plus complexes, plus diversifiés et beaucoup plus réalistes. Par exemple, on a une prof de sport qui est du coup très 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 musclée. Voilà, c'est une centaure. Et si c'était une prof de sport, pourquoi elle serait pas juste super badass et super musclée? Du coup, on a pris un cheval de trait, parce que le cheval de trait c'est trop stylé et c'est trop massif, et en plus ça fait très campagne, et du coup ça s'ancrait bien dans l'univers en Normandie. Et après, par exemple,
Là où on a essayé de trouver de la diversité, c'était dans tout ce qui était l'école. Pareil, là on a encore mis des fois des choses qui nous concernent. Donc j'ai une sœur trisomique, du coup je me suis dit, j'ai trop envie de voir un personnage trisomique qui est super bien représenté, et super stylé, et super badass, comme ma sœur. Du coup, dedans, il y a un personnage, je suis au bout, qui est la bibliothécaire, parce que ma sœur, par exemple, c'est une passionnée de choses très précises. Elle connaît tout ce qui tourne autour de Versailles et du Roi Soleil. Elle peut vous dire exactement tous les opéras qui ont été passés à Versailles, tout ce qui a été fait, le nombre de salles, combien de gens vivaient, tout. Elle peut tout vous dire. Et du coup, le côté un peu encyclopédie, je me dis, tiens, j'aimerais bien un personnage trisomique, bien représenté, avec des dialogues que je connais, enfin, des choses, des façons de parler proches de ma sœur. Je peux pas faire une généralité parce que tout le monde est très différent, mais du coup, si je m'approche juste sur ce qu'est ma sœur, comment elle parle, j'aurais forcément quelque chose de beaucoup plus juste. Du coup, je me suis basée un peu sur son anatomie. Elle est ronde, maintenant qu'elle a enfin un travail, elle a genre beaucoup de muscles, elle est très musclée, elle soulève beaucoup de choses dans la journée, et du coup, voilà, je me suis basée sur son anatomie parce que je connaissais, je savais comment je voulais le représenter, et surtout que voilà, c'était un sujet qui me tenait à cœur, et que ça manquait clairement de représentation positive, que ce ne soit pas la trisomique, pauvre malheureuse, juste une personne super épanouie, et en plus, un personnage adulte. Parce que alors, des personnes trisomiques adultes dans les films bien représentées, déjà moi j'en connais pas, et du coup, dans l'animation, je ne crois pas que ça existe. Du coup, voilà, on a essayé de faire un panel de personnages très différents, avec des anatomes très différentes, avec le plus de diversité possible. Et ça a été notre démarche. Et puis on s'est dit ce qui serait intéressant, c'est de montrer les gens qui ont fait l'école et maintenant les gens qu'il y a maintenant. Du coup, on s'est dit qu'il y aurait sûrement pas du tout le même type de population qu'il y a maintenant en fait. Ça peut être logique qu'au début, voilà, c'était une école avec surtout des gens blancs, des gens qui dirigeaient qui étaient blancs, et que au fur et à mesure, et ben, avec l'immigration et tout ça, en fait, ils le soient de moins en moins. Du coup, voilà, ça c'était les premiers personnages qui ont fabriqué l'école. Et le personnage au bout, c'est la même qui est devenue beaucoup plus vieille. Du coup, celle qui a les hanches qui rentrent presque dans les nichons parce qu'on a peut-être oublié le bassin. On a du coup une démarche sur ce projet-là qui était surtout de nous exercer à faire des personnages super diversifiés. On voulait pas forcément faire un catalogue en disant « Oh mon Dieu, on va mettre tout ce qu'on voit pas comme ça, c'est trop bien, et puis on aura carrément une médaille parce qu'on est les meilleurs alliés de la Terre. » On s'est juste dit « On les a pas vus. » Et c'est dommage parce que c'est super stylé. Et des fois, ça peut juste être un détail pas important. Par exemple, Calliope, c'est une momie italienne, très spécifique à une région où on n'enterrait pas les gens et tout. C'était, il y a des caveaux de personnes juste comme ça, debout, qui vous regardent. C'est flippant à mort. C'est super glauque. Il y a des enfants, des adultes avec les habits. Et on changeait les habits. Donc c'était parfait. Et je me suis dit, tiens, ce serait trop cool qu'on ait une momie. Sauf que les momies, là-bas, ils ont plus d'yeux. Et du coup, forcément, elles seraient aveugles. Mais par exemple, ça, c'est un truc, on s'est pas dit, oh mon Dieu, faut faire un personnage aveugle parce qu'on n'en voit jamais. C'est juste que, techniquement, elle était aveugle et après, tu peux travailler dessus. Tu peux voir un peu comment tu peux intégrer le fait qu'elle soit aveugle dans l'école. Donc, on s'est dit, ah, mais déjà, on va peut-être faire une école hyper adaptée, du genre avec des rampes et des trucs comme ça. Alors qu'on n'y avait pas du tout pensé. Nous, c'était Poudlard, il y avait des escaliers, c'était fini. Du coup, il y a plein de choses qui n'étaient pas une démarche forcément de diversité, mais à force de vouloir être super créatif et de faire des choses différentes, juste, et on a retrouvé des personnages qu'on ne voyait pas d'habitude. Et par exemple, elle, son trait de caractère, c'est pas qu'elle est aveugle, c'est que c'est une super rôliste, elle maîtrise des jeux de rôle à la perfection à l'école. Et par exemple, Gustave Follet, techniquement, il peut pas parler, parce que ça n'a pas de bouche. Mais du coup, il dit, ah super, on a un personnage. Mais non, c'est juste que techniquement, il a pas de bouche. Et du coup, voilà, en fait, il y a plein de personnages comme ça qui ont des caractéristiques qu'on ne voit pas souvent. C'était pas forcément une démarche, c'était juste que, c'est techniquement, c'est ça. Et après, à voir comment tu peux travailler là-dessus, comment tu crées une nouvelle communication. Est-ce que, par exemple, il va faire des lumières différentes selon ce qu'il ressent, ou est-ce qu'il va pas du tout être expressif et tout. Et du coup, tout ça, on l'a réfléchi à force de vouloir faire des choses juste créatives. Mais comme on avait déjà une démarche de diversité, ça se croise forcément. Par exemple, là, c'est tout bête, hein, mais là, mes personnages sont souvent ceux qui sont à droite. En plus, c'est un projet qui date de 2015. Du coup, maintenant, je dessinerai plus ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quand tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision, il va te dire, écoute, c'est cool qu'elle ait un boulet, mais c'est un peu dommage parce que
elle pourrait flotter quand même. Et on pourrait dire que les fantômes, en fait, ils ont des boulets aux chevilles, parce que s'ils en ont pas, ils continuent à grimper. Et tu te dis, oh mais c'est trop intelligent, pourquoi j'y ai pas pensé? Donc tout ça, à chaque fois, il y a une démarche où on a essayé de faire des personnages qui changent, ou qui, des fois sont physiquement dans les normes, et dans l'écriture, ils sont différents. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le dessin animé Harvey Bick. C'est un dessin animé pour les tout petits, qui est super cool, et qui est un peu comme la même structure que Le Monde Incroyable de Gumball, que vous allez sûrement plus connaître, qui est que on va prendre une famille hyper stéréotypée, genre un papa, un papa, une maman, des enfants, et il y a des codes couleurs. Par exemple, le héros dans les 2 dessins animés masculin est bleu, la petite fille, elle est rose, et au milieu, là, c'est là qu'on a une sorte de petite créativité chouette, c'est qu'il y a une 3e option, qui est orange. Dans les 2 dessins animés, Darwin est orange, et Fou, dans l'autre dessin animé, est orange. Mais ce qui est intéressant, c'est que la 3e option remet en question tous les archétypes qu'il y a dans le dessin animé. Parce que par exemple, Darwin, il a un truc qu'on met qu'aux filles, les cils. Il a carrément des cils. Et si vous regardez le dessin animé de Gumball, vous verrez qu'en fait, il y a des personnages masculins qui ont les petits cils aussi. Genre il y a le ballon, Alan, qui a des cils. Même s'il y a des personnages féminins qui l'ont, ils l'ont aussi mis aux personnages des garçons. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous prenez des choses du genre stéréotypées, un garçon bleu, une fille rose, vous pouvez aussi décider de jouer avec. Par exemple, dans Harvey Bick, le petit garçon il est rose, la fille qui suit l'équipe, qui suit le héros est rose et le garçon est bleu. Et la fille qui est rose, c'est la fille qui est bagarreuse, qui se couvre toujours de boue et de crasse, qui a des cheveux roses bouffants dégueulasses, avec souvent des branches dedans, et qui mord tout le temps. Et je pense que voilà, à chaque fois, vous pouvez essayer de trouver des trucs où on vous donne des obligations, et vous pouvez arriver à trouver un petit truc, un petit filon, pour pouvoir essayer de sortir de ça. Et par exemple, le personnage d'Harvey, qui est un personnage bleu, un petit canard bleu, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui rentre dans l'écriture tout ce qu'il y a pour les personnages féminins. Il adore faire le nettoyage, il adore aider sa mère, il adore la propreté, il est très timide, et il aime pas se bagarrer, il aime pas aller à l'aventure, il a peur. Et par exemple, quand il veut être super badass, il met les bottes immenses de sa mère, qui sont blanches. Et il marche comme ça avec des petits talons. Et pour lui, c'était une façon de prendre confiance en lui. Du coup, il y a plein comme ça de petits dessins animés où vous pouvez trouver une structure de loin qui est super stéréotypée. Et en fait, voir que dans l'écriture, ils se sont amusés à décortiquer tout ce qu'on connaît pour donner une 3e option. Ou un personnage qui est, genre, d'un point de vue extérieur, super, qui rentre dans les normes, mais dans l'écriture, pas. Ou pareil, les 2 parents dans les 2 séries ont complètement une structure qui sort des normes. Par exemple, le père Richard dans Gumball, il est rose, la mère, elle est bleue, la mère, celle qui travaille, celle qui ramène de l'argent, et Richard, c'est le personnage, genre, quand on le voit, on se dit, ouais, c'est Homer Simpson, c'est le père dans Family Guy, choses comme ça, le personnage gros, bête, et en fait, pas du tout. Au fur et à mesure que vous connaissez la série, vous voyez que Richard, il est le seul à pouvoir élever les enfants. Quand la mère essaye de le faire, c'est une catastrophe. Les enfants se transforment littéralement en gremlins. Ce qui est intéressant avec le personnage de Richard, c'est qu'il rentre dans beaucoup de choses qu'on a déjà vues, et au fur et à mesure, il le démonte. Et avec l'écriture, avec le temps de la série, vous voyez que Richard, c'est un personnage super touchant, qui est le seul à pouvoir élever les gosses dans la famille. Et dans l'autre famille, dans Harvey Bick, c'est pareil, c'est le père. Clairement, on ne sait pas trop ce qu'il fait comme métier. En tout cas, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui élève les enfants, et c'est la mère qui travaille à la bibliothèque. Du coup, vous pouvez aussi essayer de prendre des choses très stéréotypées que vous connaissez, et un petit peu les désamorcer. Sinon, pour plus ou moins conclure, c'est clair qu'il conclura, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire que la diversité, c'est super important. Par exemple, pour 2 exemples que je vais vous donner pour conclure, c'est que par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Docteur Peluche. La Peluche, c'est un dessin animé pour les tout petits avec une héroïne noire qui soigne des peluches avec un stéthoscope magique et qui a une mère noire médecin. Par exemple, ce dessin animé, vous pouvez dire qu'il est assez innocent, mais en fait pas du tout, parce que un dessin animé avec une héroïne noire et une mère noire, il n'y en a pas vraiment. Et en plus, cette série a la particularité d'avoir fait 2 choses dans la vraie vie. C'est que les enfants, en voyant la série, ont eu beaucoup moins peur. On a montré que les enfants qui regardaient la série avaient beaucoup moins peur des médecins. Et par exemple, il y a un article qui parle bien de la série en expliquant qu'il n'allait pas attendre le journaliste qui parlait de ça,
Il n'allait pas attendre la 19e saison de Grey's Anatomy pour voir une femme médecin noire, mais qu'à l'âge de 4 ans, ces gamines pourront se dire « je pourrais être médecin », et que les médecins femmes noires existent. Ça, c'est un exemple pour montrer que la diversité, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est super impactant. Et par exemple, un autre exemple avec Steven Universe. Je pense que vous avez déjà lu sûrement sur internet des témoignages de gens qui disaient que le personnage de Steven, qui est un personnage non-binaire, avait fait réfléchir les enfants, ou en tout cas avait expliqué aux enfants ce qu'était la non-binarité. Et il y a 2 semaines, il y a une pote qui m'a dit que elle était chez sa nièce, toute petite nièce, et elle devait accueillir une amie non-binaire. Quand elle a voulu expliquer à sa petite cousine que son amie était non-binaire, la petite a juste dit « ah bah en fait c'est comme Steven ». Et juste ça, juste le fait d'avoir créé le personnage de Steven a créé une réponse aux enfants. Et juste ça, en fait, c'est hyper énorme. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la diversité, un petit peu les techniques pour pouvoir y arriver, pour avoir une réflexion sur soi-même, pour pouvoir améliorer notre diversité. Et surtout, vous dire que vraiment, c'est super important pour vous et pour les personnes qui vont vous lire. Ce matin, on a fait un peu le point donc, sur ce qu'on pouvait faire chacun de notre côté pour améliorer un petit peu la diversité de nos personnages, voir ce qu'on pouvait changer, les biais qu'on pouvait avoir, les clichés qu'on pouvait perpétrer. On a conscience que forcément ça dépend pas de vous, je ne sais pas si vous êtes chara designer, si vous êtes storyboarder ou animateur, mais on sait bien que ça dépend pas que de vous, que ça dépend aussi de la prod, des réals, aussi beaucoup des marketing. On a bien conscience que ça dépend pas que de vous et on veut pas vous forcer à tenir tout le travail tout seul non plus. Mais l'idée c'est que si chacun s'y met un petit peu, si on propose tous un petit peu des projets différents, si vous voulez lancer vos propres projets ou même si vous êtes déjà sur des prods et que là vous pouvez dire c'est un peu couillon ce qu'on est en train de faire là, on pourrait peut-être aller faire un truc plus sympa, bah, c'est petit à petit comme ça qu'on peut essayer d'avancer et éviter d'avoir des dessins animés qui perpétuent des clichés qui parfois sont vraiment très très malsains, ne serait-ce que la sexualisation des gamines, où ça se voit beaucoup sur les dessins animés preschool, de voir des modèles comme papa travaille et conduit, maman ne travaille pas et vit dans la maison. Alors maman ne sort pas de la maison. Ça arrive dans beaucoup de preschool, notamment Petit Ours Brun, où la maman ne sort pas. Maman, elle vit dedans la maison. Et comme tu disais, ça peut nous paraître tout bête en série, et sur les longs métrages aussi. Pareil, dans le jeu vidéo, on peut se dire qu'est-ce que c'est un chara design, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais au final, faut pas oublier qu'on est sur des cibles majoritairement jeunes, que dans le jeu vidéo, on est aussi beaucoup sur des adultes, mais pas que, et que ces cibles jeunes, elles réfléchissent pas forcément comme nous, elles ont pas forcément les mêmes biais que nous, et c'est aussi notre travail de penser à elles quand on crée.